Bonjour et bienvenue sur le compte du Crous Aix-Marseille-Avignon. Tu as envie de limiter le gaspillage alimentaire chez toi mais tu ne sais pas comment faire? Alors cette vidéo, effectuée dans le cadre de la semaine Agir Ensemble, est pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter les principales causes du gaspillage alimentaire, l'ampleur de celui-ci et surtout les moyens possibles pour le limiter à ton échelle grâce à l'organisation. Avant de commencer, sache que je suis en direct dans les commentaires. Donc n'hésite pas, si tu as des questions ou des remarques, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sache aussi qu'il y aura une vidéo chaque jour cette semaine sur le thème de la lutte contre les déchets dus à l'alimentaire. Voici le planning et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et bonus, pour t'accompagner au mieux dans cette démarche, le Crous te propose de gagner chaque jour 5 gourdes. Le principe du jeu est simple, je te poserai une question à la fin de chaque vidéo et les 5 premiers ou premières qui écriront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Alors bonne chance à tous! À la fin de cette vidéo, tu seras capable de mettre en place une organisation rapide te permettant d'éviter tout déchet superflu. Alors, les principales causes du gaspillage alimentaire, quelles sont-elles? D'abord, une définition. Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire? En fait, il correspond à toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée. Alors attention toutefois à comprendre la différence entre gaspillage alimentaire et déchets alimentaires. Le premier, on l'a vu, il correspond aux déchets consommables et donc évitables. Le deuxième correspond lui à l'ensemble des déchets alimentaires, qu'ils soient consommables ou non. Et s'ils ne sont pas consommables, on les nomme biodéchets. Cela peut notamment correspondre aux coquilles d'œufs, arêtes de poisson, peaux de banane, etc. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux causes du gaspillage de déchets alimentaires consommables. Déjà, il faut savoir que le gaspillage alimentaire a lieu à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. D'abord, lors de la production. Les aliments dont le poids, la taille, la forme ou l'aspect ne correspondent pas aux critères de qualité établis par la loi ou par les magasins ne sont pas commercialisables. Certains sont jetés, d'autres transformés, notamment pour la consommation animale. De la même façon, les produits peuvent être gaspillés suite au transport. Les produits abîmés par le transport sont soit non commercialisés, soit peu achetés par les consommateurs. Encore une fois, lors du stockage, les produits peuvent être gaspillés. Tous les produits sont jetés lorsqu'il y a des ruptures de la chaîne de froid ou tout autre problème d'hygiène. À l'usine aussi, les aliments peuvent être gaspillés. Lors de la préparation des plats cuisinés, de nombreux aliments finissent par se détériorer lors des opérations de transformation. Qui plus est, tous les produits non conformes au contrat, que ce soit le poids, la forme, l'aspect ou même un emballage défaillant non esthétique, rajoutent encore une fois du gaspillage alimentaire. Dans les magasins aussi, des aliments sont gaspillés. Des produits sont rejetés par le magasin et parfois même par les consommateurs suivant des critères esthétiques ou bien lorsque leur date limite de consommation est proche. Et enfin, lors de la consommation, que ce soit à la maison, en restaurant ou en cantine, on gaspille. En fait, on achète plus que nos besoins et on oublie de vérifier les dates de péremption. Mais alors, à quelles étapes le gaspillage alimentaire s'effectue le plus? À vrai dire, il ne se réalise absolument pas aux mêmes étapes dans les différentes parties du monde. Dans les pays développés, le gaspillage alimentaire a lieu à toutes les étapes, de la production à la consommation, notamment pour des critères de calibre ou des critères esthétiques. Par contre, dans les pays en développement, ce sont surtout les premières étapes de la chaîne alimentaire qui posent problème, de la production à la transformation. Les aléas climatiques entraînent parfois une récolte amoindrie ou précoce. Les marchés de gros ou de détail sont souvent de petite taille, surpeuplés et avec des mauvaises conditions d'hygiène. Se rajoute aussi le problème de pauvreté ou du manque de nourriture sur le territoire, ce qui peut conduire les agriculteurs à récolter trop tôt leur production, soit pour avoir des liquidités, soit pour permettre de nourrir le peuple. Mais alors, pourquoi y a-t-il du gaspillage à chaque étape en France? En fait, plusieurs causes expliquent pourquoi on gaspille autant. Déjà, des causes sociologiques. Alors effectivement, la société a énormément changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale déjà, où la consommation s'est accélérée puisqu'il n'y avait plus de rationnement, mais surtout depuis que les lieux de vie et les structures familiales se sont transformés.
L'organisation des journées rythmées par le travail, les études et les loisirs a fait évoluer nos manières de prendre nos repas. On souhaite maintenant que ce soit rapide et facile parce qu'on est pressé. Et comme on vit pour la plupart en ville, donc loin des producteurs, c'est notre manque d'attention lors de nos achats qui nous fait gaspiller davantage. Il y a aussi des causes culturelles. Et oui, selon toi, à quoi ressemble une belle pomme? À un fruit lisse, très coloré? Eh bien, justement, ce sont les critères esthétiques qui conduisent les consommateurs, mais aussi les distributeurs, à ne proposer que des produits qui correspondent à des critères esthétiques spécifiques, alors que d'autres produits, moins beaux, sont tout autant consommables et goûteux. Il y a aussi une mauvaise connaissance de la conservation des aliments. Et oui, on ne fait pas attention à la conservation de nos produits, ce qui fait que nous jetons des produits à peine consommés, qui pourtant sont pour la plupart toujours consommables. Il y a aussi des problèmes d'organisation, et c'est bien ce à quoi on va pallier aujourd'hui. On achète plus que nécessaire parce qu'on ne s'organise pas avant d'acheter. Il y a aussi les publicités auxquelles on ne sait pas résister. Alors effectivement, les offres promotionnelles attirent souvent notre attention. Sauf qu'on se laisse alpaguer pour finalement consommer, encore une fois, plus que nécessaire. Il y a aussi les problèmes de quantité. Alors effectivement, on aime avoir du choix en magasin, mais cela engendre un problème énorme de gestion des stocks, que ce soit dans les centrales d'achat ou directement en magasin. En fait, plus il y a de stock, plus il y a de possibilités d'arriver à date de péremption avant que ce soit acheté. Mais le problème de quantité, il concerne aussi nos assiettes. On se sert trop, que ce soit chez nous ou au restaurant, et cela engendre encore une fois du gaspillage alimentaire. On va maintenant voir l'ampleur du gaspillage alimentaire. Alors déjà, on va commencer par une vision mondiale. 1,3 milliard de tonnes de nourriture est jetée chaque année dans le monde. Et oui, c'est le triste constat de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui est une agence spécialisée des Nations Unies. 1,3 milliard de tonnes. En fait, ça correspond à un tiers de l'ensemble de la production mondiale. Pour pouvoir imaginer ce que cela fait, on doit comparer à toute petite échelle. Et oui, parce que 1,3 milliard de tonnes de nourriture, on se rend absolument pas compte de ce que ça fait. En fait, cela fait plus de 41 200 kg de nourriture jetée chaque seconde. 41 200 kg. Vous imaginez? La nouvelle qui est intéressante, c'est que un tiers des aliments jetés le sont par les consommateurs. Cela veut bien dire que si chacun changeait ses habitudes alimentaires, il y aurait un impact énorme. En fait, cela éviterait de gâcher plus de 430 millions de tonnes de nourriture chaque année. Quelque chose d'important à dire aussi, c'est qu'on n'a pas connaissance de tous les gaspillages alimentaires. Savais-tu par exemple que 70% de l'eau utilisée sur la planète, et en France aussi, l'est pour l'agriculture? À titre d'exemple, pour avoir un steak de 100 grammes, il aura fallu utiliser 1500 litres d'eau. C'est pour ça qu'il est préférable de diminuer le nombre des repas où on consomme de la viande. Pour mesurer à grande échelle le gaspillage alimentaire, voici ce que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui est une agence spécialisée des Nations Unies, estimait en 2013. D'après elle, le gaspillage alimentaire des pays industrialisés, uniquement à l'étape de la consommation, était presque aussi élevé que le total de la production alimentaire nette enregistrée en Afrique subsaharienne. Effectivement, le gaspillage alimentaire des consommateurs des pays industrialisés était de 222 millions de tonnes, tandis que la production de l'Afrique subsaharienne était de 230 millions de tonnes, soit 8 millions de tonnes de différence entre les deux. Ça fait quand même réfléchir. Passons en France maintenant. 10 millions de tonnes d'aliments consommables sont jetés chaque année en France, en comptabilisant les gaspillages de toute la chaîne alimentaire. Pour mettre en perspective, cela correspond à l'échelle du consommateur à 1,3 million de tonnes de déchets alimentaires évitables car consommables. En fait, cela correspond à 32 kg par an et par personne. On parle bien ici des aliments qui sont consommables. Et si on ajoute le gaspillage évacué par les égouts et le compostage, on peut estimer que le gaspillage dans les foyers atteindrait près de 40 kg par an et par personne. Alors, prêt à diminuer ce gaspillage ?
Maintenant que tu as les définitions et quelques chiffres en tête, on va voir pourquoi l'organisation est la priorité pour limiter d'engendrer des déchets alimentaires consommables chez soi et surtout comment mettre en place facilement cette organisation. Alors la première étape, c'est déjà de regarder ce que l'on a chez soi. Alors ça peut paraître tout simple, mais en moyenne, un Français jette 7 kg par an de produits alimentaires qui n'ont même pas été déballés. Comme quoi, juste en vérifiant ses placards, on peut éviter de gaspiller à tout moment. Ici, l'objectif il est très clair, c'est faire le point sur tout ce que l'on a chez soi sans s'en rendre compte. Et donc, comment faire concrètement pour savoir ce qu'il nous reste dans nos placards ? Eh bien, c'est tout simple, on prend une feuille et un stylo et on fait 3 colonnes. Le nom des aliments, leur date de péremption et la quantité qu'il reste de chaque aliment dans nos placards. On a rarement des placards surchargés en tant qu'étudiant, donc cette étape est quand même très rapide. Une fois qu'on a effectué cette liste, on essaye de mettre en priorité les aliments qui arrivent rapidement à péremption dans nos prochains menus. On en parle tout de suite. La deuxième étape d'organisation pour limiter le gaspillage alimentaire chez soi, c'est de préparer ces menus sur plusieurs jours. Ça peut paraître long et ennuyant, mais il n'en est rien. Préparer ces menus permet justement de prendre le temps de choisir des recettes saines et équilibrées tout en respectant son budget. Car gaspiller de la nourriture coûte cher, environ 100 € par personne et par an en France. Alors, comment on fait pour planifier ces menus ? D'abord, on cherche des inspirations pour des recettes, que ce soit dans des livres ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, on enregistre des recettes de saison qui nous intéressent et on essaye de regrouper les recettes avec des aliments en commun. Alors effectivement, ça permet de regrouper les achats et donc éviter de perdre à chaque fois une partie des aliments qui finiraient par se détériorer avec le temps. On indique sur la feuille la quantité d'aliments nécessaires pour nous. Par exemple, il y a une recette pour 4 personnes, mais je ne souhaite en faire que pour 2 repas où je serai seule. Je fais donc l'équivalent d'une recette pour 2 personnes, et donc je divise les quantités de cette recette par 2. Une fois l'ensemble des ingrédients notés, ainsi que la quantité désirée, on fait une liste de courses. Celle-ci va regrouper tout ce dont nous avons besoin, donc pas besoin d'acheter plus que ce qui est indiqué. Fini les poubelles qui finissaient par se remplir d'aliments pas ou peu consommés. À noter, le site Manger Bouger met à disposition un outil gratuit et très pratique pour fabriquer des idées de menus de saison variés pour manger équilibré toute la semaine. Les menus sont établis selon les critères nutritionnels du programme national Nutrition Santé. La troisième étape d'organisation, c'est faire ses courses en restant focus sur sa liste de courses. Tu verras mercredi comment faire tes courses en n'engendrant aucun déchet, mais aujourd'hui restons focus sur la liste des courses. Je te rappelle que 1/3 de la nourriture produite sur la planète est jetée chaque année, ce qui correspond tout de même à 1,3 milliard de tonnes. Alors que l'on peut déjà seulement éviter d'acheter des produits qu'on n'aura pas l'occasion de manger. Bref, quand on fait des courses, le plus dur c'est de résister aux tentations. Alors première chose, on mange avant de faire les courses. Effectivement, ça nous évitera d'acheter ce dont on a très envie sur le moment, mais absolument pas besoin. Une fois que l'on a mangé, on prépare nos sacs et direction les courses. Deuxième chose, on évite au maximum les promotions, parce que notre liste elle est déjà faite et que nous avons besoin de rien de plus, et aussi parce que certaines promotions n'en sont même pas. Alors, comment le vérifier ? D'abord en regardant le prix au kilo à chaque fois. Tu auras la surprise de voir que certains aliments sont moins chers en petite quantité qu'en grande. Et ensuite, en vérifiant que la promotion est réelle. Si tu as par exemple 2 + 1 produit offert, mais que ça revient au même prix que 3 produits, alors c'est une fausse promotion. En restant focus sur la liste de courses, on évite déjà énormément de gaspillage alimentaire. La quatrième étape d'organisation, c'est le batch cooking. Le batch quoi ? Le batch cooking, c'est regrouper les préparations des ingrédients ou des plats pour une semaine en une seule fois. Alors là, pour l'instant, tu as déjà établi ta liste de menus et d'ingrédients pour la semaine. L'objectif est maintenant de commencer à préparer les repas en préparant d'abord les ingrédients. N'oublie pas que tout n'est pas spécialement à cuire en avance. Par exemple, on peut découper les ingrédients pour la soupe, mais les faire cuire que le soir où l'on souhaitera manger cette soupe. Une fois que les ingrédients sont préparés, tu peux les assembler et les cuire pour les premières recettes. Une fois cuits,
N'oublie pas que tu peux tout à fait les diviser en plusieurs petites portions pour que ça te fasse plusieurs repas. Et là, tu le comprends bien, le batch cooking c'est la solution idéale pour éviter de succomber aux repas industriels et donc aussi de faire des économies. Dernière étape, la conservation. Savais-tu qu'il y a plusieurs zones dans ton réfrigérateur et qu'elles sont chacune à des températures différentes? Voilà pourquoi. Parce que les aliments ne se conservent pas tous de la même façon et à la même température. Alors voici les différentes zones. La première, c'est la zone froide, qui correspond aux 2 premières tablettes du réfrigérateur. En fait, cette zone, elle est entre 0 et 3 degrés. Du coup, tu peux y ranger les laitages, le fromage frais, le lait cru, tout ce qui est entamé au niveau des laitages, les viandes, les poissons crus, la charcuterie, les jus de fruits frais, les produits en cours de décongélation, les plats cuisinés et les crustacés. Deuxième zone, la zone fraîche, celle qui est au milieu du réfrigérateur. Alors cette zone, elle se situe à environ 4 degrés. En fait, elle est à température plus constante, ce qui fait qu'elle peut accueillir toutes les viandes et les poissons cuits, les fruits et les légumes cuits, les pâtisseries, les laitages non entamés, les yaourts et la crème fraîche. La troisième zone, c'est le bac à légumes. En fait, il correspond au bas du réfrigérateur. Cette zone-là, elle est entre 4 et 6 degrés. C'est le bac qui se trouve tout en bas du réfrigérateur, celui dans lequel tu peux ranger tes fruits et légumes frais. Alors si ton réfrigérateur il a 2 bacs, essaye de mettre les légumes d'un côté et les fruits de l'autre. Alors à noter, c'est quand même mieux de laisser les fruits et légumes non lavés jusqu'à ce qu'on les utilise, parce qu'une fois qu'on les lave, l'eau a tendance à causer la prolifération de bactéries. Dernière zone, la porte du réfrigérateur. Cette zone, elle est entre 6 et 8 degrés. En fait, c'est la zone la plus chaude du réfrigérateur. Tu peux y mettre tes œufs, le beurre, les confitures, les boissons et les sauces. Alors pour information, les œufs ne se conservent pas obligatoirement au réfrigérateur. C'est juste comme toi tu le souhaites. Maintenant, tu sais comment conserver tes aliments et tes préparations au mieux. Alors maintenant, tu es capable de reconnaître les différentes causes du gaspillage alimentaire. Tu es aussi capable de mesurer l'ampleur de celui-ci. Et surtout, tu es maintenant en mesure de t'organiser pour limiter le gaspillage alimentaire chez toi. Alors, comme promis, voici donc la question du jour. Pour rappel, les 5 premiers ou premières qui noteront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde, alors bonne chance. Alors, peux-tu me dire combien de kilos de nourriture sont jetés chaque seconde dans le monde? Allez, à vos commentaires, je contacterai directement les gagnants en message. Et pour finir, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésite pas à mettre en pratique toutes ces méthodes d'organisation et si tu as des questions, remarques ou quoi que ce soit, écris-moi dans les commentaires. Bonne journée à tous et à demain pour une vidéo sur le thème trier et recycler ses déchets au sein du Crous. À demain!